Oui, merci pour cette présentation. Donc, l'intervention que je vais faire s'appuie essentiellement sur mon travail de thèse en psychologie clinique et psychanalyse. Et elle entend traiter deux questions qui peuvent paraître assez simples, mais qui demandent beaucoup d'investigation, à savoir qu'est-ce que l'exclusion sociale chez le SDF, que moi j'appellerais plutôt le sujet à la rue, et aussi quels sont les effets cliniques de l'exclusion. Donc la difficulté, c'est que pour répondre à ces deux questions, il faudra au moins parcourir deux disciplines. Donc la première, la sociologie, dans laquelle a émergé cette notion d'exclusion, et la psychanalyse, qui est ma référence théorique en tant que psychologue, et grâce à laquelle je penserai la dimension subjective. Voilà, donc j'ai choisi une approche interdisciplinaire de l'exclusion qui investigue d'une part les processus socio-économiques et d'autre part les processus psychiques. Parce que je crois que l'exclusion a une face objective et une face subjective, et souvent on parle que d'un des deux aspects, mais il faut au contraire investiguer les deux et les articuler. Bon, je dirais quelques mots d'abord pour dire comment a émergé ce vocable d'exclusion, qui est apparu tout d'abord dans le champ politique et qui a été repris de manière rigoureuse par la sociologie. Donc l'exclusion, c'est un phénomène dont la nomination, elle émerge dans les années 70, dans le champ de la politique, comme je viens de l'indiquer, et c'est au moment du premier choc pétrolier, donc en 1974, où apparaît un ralentissement économique et pour la première fois du chômage de longue durée. Et tout ça, ça intervient après une période assez fastueuse, les 30 Glorieuses. Voilà, je ne préciserai pas davantage, on sait à quoi ça renvoie. Et à ce moment-là, on considère assez vaguement que l'exclusion, elle est catégorielle, c'est-à-dire elle ne concerne qu'une catégorie de la population, et elle est presque héréditaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une famille exclue, a priori, on suppose que la descendance fera aussi partie de cette catégorie. Ça, c'est à peu près dans les années 70, et la sociologie s'empare de ce terme d'exclusion dans les années 90. Et le premier rapport de la sociologie, c'est de décrire le processus socio-économique en jeu. Et qui est d'une part un désarrimage de l'emploi, mais aussi un délitement des liens sociaux. Il y a les deux facettes. Par la suite, la sociologie, elle va intégrer un aspect dialectique. Alors, dialectique, c'est un mot un peu savant qui désigne assez simplement l'interaction des contraires qui produit une nouvelle réalité. Et donc, l'individu en pareille situation d'exclusion, le point dialectique, c'est qu'en fait, il n'est pas hors de la société. Il est tout au contraire à une position très précise, et voire trop précise. Et Jérémy Fouliard, un sociologue que j'aime beaucoup, lui, il dit que l'exclusion, c'est un processus dialectique qui articule d'un côté le rejet et de l'autre l'assignation. Alors pourquoi ? Parce que l'individu exclu, il est rejeté d'une sphère économique, mais il est aussi assigné à une position délégitimée dont je vais parler. Donc la sociologie, elle amène l'idée que l'exclusion, ça s'initie par deux types de brisures dans le champ économique. D'une part, une rupture de l'emploi, et d'autre part, une rupture de l'accès aux biens. Une fois que ces deux sphères d'arrimage se voient rompues, l'individu, il se voit assigné à une position qui est délégitimée. Donc il est intégré dans une relation qu'on appelle assistentielle. On lui porte assistance, mais ce faisant, on consacre sa place d'être dépendant et d'être assisté. Voilà un adjectif qu'on entend souvent en ce moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la sociologie elle produit un certain décalage par rapport à la conception relativement vague qui était dans le champ de la rhétorique politique, c'est que l'exclusion, ce n'est pas un isolement total de l'individu. Et dans ce cadre-là, toujours Jérémy Fouliard, le sociologue, il parle des personnes SDF, et il dit que assez souvent, après une chute à la rue, qui est induite par une succession de pertes matérielles et relationnelles, en réalité, dans ce nouveau monde qu'est la rue,
l'individu, donc les SDF, il acquiert de nouvelles relations. Il acquiert des relations de voisinage, des compagnons de fortune, et il est intégré dans la relation assistentielle à plus d'un titre. Donc il n'est pas complètement isolé. Et la relation assistentielle, elle est, on le sait, elle est alimentée de deux manières. Elle est alimentée d'une part institutionnelle, avec les associations caritatives qui lui portent assistance en organisant des maraudes, en organisant des dons matériels et alimentaires, mais aussi de manière plus spontanée, avec l'aide des passants, que parfois nous sommes et nous donnons. Voilà. Donc, l'apport de la sociologie sur l'exclusion, c'est de dire que l'exclusion, c'est un phénomène économique et social qui affecte l'individu par un mouvement dialectique de rejet et d'assignation. Bon, quand on a dit ça, la question c'est finalement comment on y intègre la dimension clinique. Et comment on va y articuler donc, ma discipline qui est la psychanalyse. Tout de suite, ça s'est posé à moi sous l'ordre d'un problème parce qu'en fait, la psychologie en général et la psychanalyse aussi n'inclut pas vraiment dans sa théorie la dimension socio-économique. Elle ne la prend pas vraiment en charge. Donc, et encore moins l'insertion économique que le registre socio-économique. Bon, ça ne veut rien dire ma phrase, je vais recommencer, mais disons que la psychanalyse ne prend pas dans ses fondamentaux théoriques la dimension économique. Voilà, je vais m'en tenir là parce que la fin de la phrase, j'y arrive pas, donc j'avance. Et sans chercher à menuire une telle limite, j'ai donc choisi une méthode interdisciplinaire. C'est-à-dire essayer de penser la rencontre entre une science historique et empirique et la sociologie, avec une théorie et pratique clinique du singulier qui est la psychanalyse. Donc la démarche interdisciplinaire, c'est pas si compliqué en réalité, ça consiste à faire dialoguer plusieurs disciplines distinctes en respectant leurs postulats respectifs. Je n'irai pas au-delà, ça mériterait beaucoup de discussions, mais je m'en tiendrai à ça. Et à partir de cette méthode, voici les questions que je me suis formulées. En quoi la dimension socio-économique de l'exclusion a-t-elle des incidences cliniques, déjà ? Et surtout, comment l'entrée dans la relation assistentielle affecte le sujet à la rue ? Parce que ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si certaines personnes pratiquent certains psychologues pratiquent avec ce genre de situation, mais c'est vraiment quelque chose dont il est beaucoup question quand on les rencontre. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai fait des entretiens cliniques de recherche. Donc, concrètement, je suis allé à leur rencontre, en ayant à l'esprit les questions que je me posais. Et le premier constat que j'ai fait en les rencontrant, en fait, c'est que, tout comme le signalait la sociologie, ce sont pas des sujets qui sont hors lien. Ça, je crois qu'il faut... ce ne sont pas des sujets qui sont hors lien. Ils ne sont pas hors lien. Alors, un lien, c'est quoi ? C'est une attache d'un sujet à une chose. Et en effet, on remarque assez rapidement que ces sujets parlent volontiers du quartier qu'ils occupent depuis plusieurs années et dans lequel ils se lient éventuellement aux habitants. Ils sont d'ailleurs au courant de l'actualité de leur quartier, de leur pays, et ils peuvent aussi vivre en groupe. Et quant aux passants, contrairement à ce que je pensais, ils ne leur montrent pas forcément d'animosité et soulignent au contraire, pour certains, l'aide en nature, l'aide en don dont ils peuvent bénéficier. Et par ailleurs, ils ont souvent un rythme qui est réglé sur le rythme de la ville. Par contre, au gré des rencontres, lorsqu'une certaine connivence s'est instaurée avec eux, certains se sont montrés plus disposés à répondre à des questions plus personnelles que j'ai pu leur poser, et dans ces moments, ils adoptent un ton beaucoup plus sombre, puisqu'ils décrivent la manche, donc le fait de demander de l'argent aux quidam, aux passants, comme une activité aussi nécessaire qu'extrêmement pénible. Aucune envie ne les motive, seulement l'idée de pouvoir se nourrir. Sans cesse demander les épuise, et ils semblent attendre toute autre chose que ce que le quidam donne, ce que le passant donne. Et pointe alors, durant la manche, la conviction de ne compter pour personne, ainsi qu'un certain fatalisme quant à leurs conditions.
Rien ne changera, car le système est ainsi fait qu'ils retomberont à la rue et que les gens, de toute façon, sont indifférents à leur sort. De ce constat s'enracine une inertie où l'envie de rien prédomine. Voilà. Plus rarement, ils peuvent se remémorer leur vie d'avant la rue, une vie avec un conjoint, organisée par un travail et le confort d'un logement. Et leur perte marque un après radical qui introduit une temporalité plane et égalisée. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'un présent éternel. C'est ça que ça veut dire. Et remontant parfois plus loin, ça c'est beaucoup plus rare, ils peuvent un peu parler d'un temps de vie en famille et qui est évoqué avec une absence assez notoire d'affect, mais ils en parlent extrêmement peu. Alors, après avoir recueilli ces aspects assez généraux, moi ce que j'essaie de faire, c'est de formaliser un petit peu les incidences cliniques de l'exclusion. Et déjà dire que voilà, dans ces témoignages, on retrouve un petit peu ce que pointait la sociologie, c'est-à-dire que hors de l'arrimage socio-économique, matérialisé entre autres par un emploi et un logement, le sujet est pris dans les affres de la relation assistentielle. Ça, ils en parlent un peu. Et le sujet, il formule une plainte qui concerne une dépendance à l'autre et aussi et surtout, j'ai envie de dire, une fixité de ce qui se suppose être pour l'autre. Donc ça, c'est un premier constat qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, dans l'exclusion, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit souvent, le lien à l'autre, il est ici très présent, il est même, c'est tout le problème, il est trop présent. Puisque, en fait, c'est le revers de la dépendance qui s'instaure. Et la dépendance, c'est le fait d'éprouver que sa vie entière est suspendue au bon vouloir d'un autre. Et par ailleurs, comme je le disais, on entend aussi une appréhension de soi relativement fixe, figée, et surtout extrêmement dépréciée. Bon, le recours à la théorie psychanalytique, il m'a permis de décrire l'entrave au moins de 3 processus psychiques. Bon, je vais essayer de simplifier un maximum, mais ça va paraître un peu abstrait. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a 3 processus qui sont entravés, notamment le processus de la demande, le processus du désir et le processus de l'identification. Donc, je vais détailler chacun d'eux et je résumerai un petit peu les 2 faces après objectives et subjectives de l'exclusion. Donc, le premier processus qui m'est apparu atteint par l'exclusion, c'est celui de la demande. Alors, la dépendance exacerbée dans l'exclusion, elle se traduit par, à mon avis, une dégradation de la demande en besoin. En général, dans le sens courant, on associe en général demande et besoin. On suppose qu'on fait une demande pour obtenir quelque chose. Mais en psychanalyse, et spécialement avec la psychanalyse qui m'intéresse, Jacques Lacan, on dissocie en réalité les deux. Puisqu'on va considérer dans ce champ-là que la demande est au contraire le résultat d'une transformation de l'expression d'un besoin de l'enfant en appel. C'est la manifestation d'un besoin, donc le cri, les pleurs, qui prend une toute autre signification grâce à la réponse d'une altérité, d'un adulte qui prend soin de l'enfant. Et à ce moment-là, seulement, le besoin peut prendre signification de demande et d'appel de l'autre. Et au moyen de cette réponse, donc, le besoin devient donc une demande adressée à un autre. Et ce faisant, l'intentionnalité qui vise à satisfaire le besoin, elle est transformée par le langage que vient porter l'altérité, un autre, auprès de l'enfant. Et il faut remarquer qu'à travers ces premières réponses, l'infant ne reçoit pas seulement un message qui vient attribuer un sens à ses cris et ses pleurs, mais il reçoit également de l'attention, du soin, de l'amour. Parce que la demande, en fait, c'est
la demande de cette première réponse inaugurale qui a donné satisfaction, mais qui en réalité va être perdue à jamais, cette satisfaction. Alors pourquoi dire qu'elle est perdue? Peut-être dire deux mots sur le langage, et après je vais retomber sur mes pattes. Le langage, c'est pas du tout ce qu'on dit souvent, un système de communication, mais c'est plutôt un défilé de mots distincts qui renvoient à d'autres mots. Chaque mot n'a pas un seul sens, mais plusieurs. Ils sont dits polysémiques. Donc en d'autres termes, le langage, c'est pas une communication, mais c'est une chaîne d'entités polysémiques. Puisque chaque entité, chaque mot tire sa valeur tout de par la différence avec un autre mot, avec une autre entité. Et l'enfant entrant dans le champ de la logique de la demande, il sera soumis à cette propriété du langage qui est finalement sa fonction différentielle, c'est-à-dire de ne faire valoir qu'un mot, un mot seulement par rapport à sa différence. Donc en définitive, demander c'est quoi? Demander c'est toujours demander autre chose que ce que l'on dit. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point de la demande, c'est que la demande qu'adresse l'enfant à un autre, à un premier autre, ça implique d'être toujours confronté à une part d'arbitraire, puisque l'autre répond selon son bon vouloir. Aussi, la demande de l'enfant, il interroge ce que l'autre veut, ce qu'en répondant, il lui veut, et en définitive, ce qu'il est pour l'autre. Donc, la demande, dans sa dimension inconsciente, vise tout autre chose que ce qui est manifestement demandé, et, d'autre part, outrepasse l'enjeu de satisfaction biologique. Puisque la demande, en tout cas en psychanalyse, on considère plutôt qu'elle est quête de reconnaissance, quête d'amour. Donc au plus simple, on pourrait redire que la demande, c'est une demande d'être. Ce n'est pas une demande qui vise un objet imaginaire, un objet du besoin, mais c'est une demande d'être. Donc en gros, le sujet demande à l'autre ce qu'il est pour lui, via la demande. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce processus de la demande dans la situation d'exclusion? On voit évidemment et assez rapidement que la déviation inconsciente que la demande produit par le langage, que cette déviation elle est obstruée. Je m'explique. Souvenons-nous que l'exclusion insère le sujet dans une relation assistentielle, qui exacerbe sa dépendance à autrui. Ainsi, dans ce cadre, la demande, elle est sans cesse rabattue vers la dimension du besoin. Et avec elle se trouve finalement récusée la demande d'être, qui est sous-jacente, la demande de reconnaissance. D'où l'impression qu'ils ont finalement de ne pas compter, de n'être rien pour l'autre, même si on leur donne. C'est un paradoxe que l'enjeu de la demande permet de dénouer. Alors, dans les incidences cliniques, on trouve aussi un abrasement du désir. J'ai parlé un petit peu du fait que la demande est tronquée, la demande sous-jacente est évacuée. Il y a aussi un abrasement du désir. Alors le désir, pareil, il n'est pas à recevoir dans le sens commun. On l'associe souvent à une attirance physique entre deux personnes. Mais en psychanalyse, le désir, c'est plutôt un mouvement inconscient vers autre chose, pour simplifier. C'est un renvoi permanent à autre chose. Alors, pourquoi? Parce qu'il déporte le désir, il déporte fondamentalement vers un point qui est manquant, et c'est précisément ce manque qui donne au désir ce mouvement. Alors, la manifestation la plus évidente du désir, on la retrouve dans la conduite que nombre de sujets ont et que nous pouvons avoir devant des questions aussi élémentaires que « qu'est-ce que je veux » ou « qui suis-je » Alors pour éclairer cette question « qu'est-ce que je veux ?» on peut évidemment compter sur la nomination, l'acquisition d'un objet matériel, de relations, pour trouver un peu la signification de ce que l'on veut. Mais en général, une fois qu'on a obtenu tel objet, telle relation, le sujet, nous-mêmes, se trouve confronté à un fond d'insatisfaction. C'est-à-dire que la satisfaction, elle est limitée dans le temps et en intensité. Donc c'est ce fond d'insatisfaction qui
qui est une relance vers autre chose. Et la deuxième question que j'évoquais, qui suis-je, c'est un peu le même principe, c'est que la réponse à qui suis-je, elle n'a rien de définitif. Il y a même une foncière insuffisance à vouloir faire correspondre un mot à une forme d'être. Puisque en psychanalyse, on postule qu'il y a un écart entre le mot et la chose désignée. Donc, ce qu'on peut retenir du désir, c'est que c'est un renvoi permanent vers d'autres mots, d'autres objets, d'autres relations. Donc le désir, il vise en définitive non pas une permanence, mais une différence permanente. Et dans l'exclusion, au contraire, on remarque que la cinétique du désir, elle est freinée, puisque le sujet est en effet pris dans un marasme subjectif, que l'on peut épingler des termes d'inhibition ou encore des termes psychiatriques d'aboulie, qui veut dire suppression de la volonté. Donc ainsi, durant les journées de ces sujets, ils disent ne rien vouloir, ne rien faire, attendre et s'ennuyer. Donc, à mon avis, on constate un abrasement du désir, puisqu'il n'y a plus de renvoi vers autre chose. Il n'y a plus de mouvement vers une différence, mais au contraire, une permanence, une persistance du même. Et la corrosion du désir, elle se note aussi, parce que j'évoquais tout à l'heure, la fixité de ce que se suppose être pour l'autre. Au lieu d'une question qui opère comme un mouvement, on entend plutôt à leur chevet une certitude. Ça ressemble d'ailleurs à quelque chose d'un peu paranoïaque, mais ils ne sont pas paranoïaques pour autant. Peut-être qu'ils sont plutôt dans une position paranoïaque, mais il faudra en discuter. Mais en tout cas, le sujet sait avec certitude et parfois résignation ce qu'il est pour l'autre, pour les passants, pour le pays, pour les autorités publiques. Il a la conviction de n'être absolument rien pour l'autre. Voilà, donc ce dernier point, ça me mène à la logique identificatoire en jeu. Alors l'identification, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'abord d'une assomption et d'une transformation. L'assomption, c'est reconnaître comme sien, et une transformation, ça correspond au fait de se changer en conséquence de ce que l'on a reconnu comme sien. Donc ça, c'est une identification. Et il y a plusieurs identifications en psychanalyse. Il y a notamment celle de l'identification du stade du miroir, que je ne vais pas détailler, mais il y a une autre identification qui est mise à mal, ici, et c'est une identification qui a trait à l'entrée dans le champ du langage. Et cette identification, elle repose sur la propriété du langage, dont j'ai parlé tout à l'heure, la fonction différentielle, et est étroitement liée au fonctionnement de la demande. Parce qu'en demandant, rappelons-nous, le sujet demande toujours autre chose que ce qu'il énonce. Et ce mouvement de demande est alimenté par la différence vers laquelle vise le désir. Et se reconnaître dans cette différence perpétuelle du langage renvoie à une identification dont on ne parle pas beaucoup, qui a un nom compliqué, et qui s'appelle l'identification au trait lunaire. Bon, pour simplifier, quand on parle de trait, en l'occurrence, c'est simplement une marque qui signe l'insertion du sujet dans le langage, et du fait que c'est en insertion, va produire son être comme une forme constamment en mouvement et visant une différence. C'est ça l'identification au trait lunaire. Et au contraire, dans l'exclusion, c'est pas du tout cette identification dont il est question, puisqu'on remarque une permanence morbide, puisque le sujet, il a la certitude d'être la merde, en gros, de la société. Et donc cette identification, elle produit, donc, comme je l'ai dit, une stase morbide. Et cette stase, c'est là qu'on a une bascule dans la clinique, c'est que le sujet il va s'éprouver comme objet rebut, c'est-à-dire un objet
que l'on consomme, que l'on utilise et après que l'on jette. Et c'est ce qui fait que cette identification, un objet rebut, ça produit l'autre facette de l'exclusion qui est l'auto-exclusion. C'est-à-dire que de s'éprouver comme rebut, comme objet rebut, le sujet il va se désarrimer de l'autre, des relations à tout autre, des relations qui véhiculent un désir à son endroit. Voilà, bon, juste pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. C'est que l'exclusion a une face objective avec les processus socio-économiques que j'ai décrits avec de la sociologie, donc des arrimages de la sphère de l'emploi, de l'accès aux biens et l'entrée dans la relation assistentielle, et sa face subjective avec les incidences cliniques qui se retrouvent au niveau du processus de la demande, du désir et de l'identification. Voilà, j'étais un peu long, mais je vous remercie de votre attention.